Dans cette troisième séquence sur la relation entre le diplôme, l'emploi et le salaire, nous allons nous intéresser au lien entre le diplôme et le salaire. Le diplôme est-il le seul déterminant du salaire? Pour commencer, les meilleures rémunérations vont-elles toujours aux plus diplômés? Antoine Griezmann, 33 millions d'euros en 2018. Mark Zuckerberg, il a gagné environ 1,7 million de dollars par heure en 2018. Et Ryan Gadji, il a gagné en 2019 26 millions de dollars. Comment expliquer le haut niveau de rémunération de ces trois personnes? Est-ce lié au diplôme? Eh bien, si ces trois personnes gagnent très très bien leur vie, c'est pour différentes raisons. Le talent pour le premier, footballeur, la capacité à innover, à entreprendre pour le deuxième, puisqu'il a cofondé Facebook, et l'opportunité ou peut-être l'avidité de son entourage pour le troisième, étant donné son jeune âge. Il n'a pas pu prendre ses décisions tout seul. Ici, pas de lien entre diplôme et rémunération, ce qui montre bien que le lien n'est pas systématique. Mais attention, ces trois cas sont des exceptions qui sont socialement marquées. C'est la starisation du milieu du football masculin, par exemple. Mais selon les époques, les rémunérations dans le milieu du foot n'ont pas toujours atteint ces sommets, loin de là. Nous allons voir dans une première partie la relation entre le diplôme et le salaire avant de voir les autres déterminants du salaire. Donc ici, par exemple, il s'agit du revenu mensuel médian. Alors je vous rappelle qu'une médiane, c'est dans une série statistique la valeur qui partage la série en deux parties égales, de sorte que 50% de l'effectif de cette série se trouve au-dessus de la médiane et 50% se trouve en dessous. Donc à ne pas confondre avec la moyenne. Je vous rappelle que la moyenne se calcule de la manière suivante, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Donc pour le salaire médian, 50% des personnes enquêtées gagnent moins que ce salaire médian et 50% gagnent plus. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc si nous faisons la clé de lecture du chiffre en caractères gras, 1260, en France, en 2016, selon une enquête du CEREC, 50% des personnes interrogées gagnent moins de 1260 euros lors de leur premier emploi et 50% gagnent plus de 1260 euros. Si on veut faire l'analyse un peu plus poussée du document pour voir ce que l'on peut en retenir, on peut repérer les extrêmes. Donc ici, le minimum, c'est 1120 euros qui correspond aux 100 diplômes. Et du côté de l'extrême supérieur, c'est 2000 euros qui correspond aux individus diplômés d'écoles de commerce, d'ingénieurs et doctorats. Donc ce que l'on peut mettre en évidence, c'est qu'en règle générale, plus le niveau de diplôme est élevé, plus le niveau de rémunération médian est élevé. Ainsi, le revenu médian des diplômés d'écoles de commerce, d'ingénieurs et de doctorants est presque 2 fois plus élevé que le revenu médian des jeunes sans diplôme. Et pour trouver ce 2 fois plus, ou presque 2 fois plus, il suffit de faire le rapport entre 2000 et 1120 et on trouve 1,8. Maintenant, le salaire est-il simplement lié au diplôme ou y a-t-il d'autres déterminants? À partir de ce document 2, nous allons nous apercevoir que le salaire dépend des caractéristiques des salariés, mais aussi des caractéristiques des entreprises dans lesquelles travaillent ces salariés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un salaire brut et quelle est la différence entre le salaire brut et le salaire net? Alors, ce qui fait la différence entre le salaire brut et le salaire net, ce sont les cotisations sociales. Alors, certaines cotisations sociales sont à la charge des patrons des entreprises, l'employeur, et d'autres cotisations sociales sont à la charge du salarié. Ces cotisations sociales, elles servent à financer la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites, les pensions de retraite, voilà. Donc ce sont des cotisations qui sont versées par l'employeur et par le salarié en prévision justement d'une interruption de travail, soit pour cause de maladie, de chômage ou de vieillesse par exemple. Le salaire super brut
correspond à ce que l'employeur débourse réellement chaque mois pour rémunérer son salarié. Mais ce n'est pas ce que perçoit le salarié chaque mois sur son compte en banque. Une fois déduites les cotisations sociales patronales, on obtient le salaire brut. Le salaire brut, c'est celui qui est la base de la rémunération qui est fixée dans le contrat de travail du salarié. Mais ici encore, ce n'est pas ce qui est viré sur le compte en banque du salarié chaque fin de mois. Pour obtenir le salaire effectivement versé chaque mois, le salaire réel, il faut déduire du salaire brut le montant des cotisations sociales salariales, donc à la charge du salarié. Je vous montre un document complémentaire ici pour souligner justement les salaires bruts et les salaires nets par catégorie socio-professionnelle, donc entre les cadres, professions intermédiaires, employés et ouvriers. Donc on remarque par exemple que concernant le salaire net, que les cadres gagnent 2,5 fois plus que les employés. Une première caractéristique qui est évoquée dans le texte, c'est le genre qui explique des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Alors ici, la cause principale des inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui est présentée dans le texte est celle des PCS, puisqu'on dit que l'écart entre les hommes et les femmes provient en partie des différences de catégories socio-professionnelles. Les hommes occupent proportionnellement plus de postes de cadre ou de chef d'entreprise que les femmes, et les femmes sont plus souvent des employés. Par conséquent, on retrouve plus de femmes à des postes qui ne requièrent pas de qualification. Nous reviendrons sur la situation des hommes et des femmes ultérieurement. Alors, dans quel type d'entreprise les salaires sont-ils plus élevés ou moins élevés ? Eh bien, il y a deux critères qui peuvent être mis en avant. Tout d'abord, la taille des entreprises. Les salaires sont plus élevés dans les grandes entreprises et plus faibles par contre dans les petites entreprises. En reprenant les chiffres du document, on trouve un écart de 70% entre le salaire horaire brut des entreprises de 500 salariés et plus et celui des entreprises de moins de 10 salariés. Le deuxième critère est celui du secteur d'activité de l'entreprise, puisque les salaires varient également selon ce secteur. Vous pouvez prendre un ou deux exemples, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les exemples. Les salaires moyens sont supérieurs à la moyenne dans le secteur de la recherche et développement, dans les activités financières et d'assurance par exemple, alors qu'ils sont inférieurs à la moyenne dans l'hébergement médico-social, dans l'action sociale, l'hébergement, la restauration. Comment peut-on expliquer les différences salariales selon le secteur et la taille de l'entreprise ? Eh bien, ces inégalités de salaire s'expliquent par la présence plus ou moins grande d'emplois qualifiés dans ces secteurs. Certains secteurs, comme l'hébergement ou la restauration, embauchent beaucoup de salariés peu qualifiés, donc faiblement rémunérés, alors que dans les grandes entreprises et des secteurs, par exemple l'industrie, eh bien, on a souvent une plus grande marge de manœuvre pour offrir des salaires plus élevés. On dispose de syndicats plus forts, de pouvoir de négociation salariale, par exemple. Vous le voyez, il y a plusieurs déterminants du niveau de salaire qui peuvent être liés ici, le secteur d'activité, le niveau de qualification des emplois, la profession et catégories socio-professionnelles. Alors avez-vous trouvé d'autres déterminants qui peuvent expliquer des différences de salaire en dehors de ceux qui sont évoqués dans le texte ? Moi je vais vous en lister quelques-uns. Donc tout d'abord, il peut y avoir des différences régionales. Il est préférable souvent de travailler dans la région Île-de-France par exemple plutôt que dans le Limousin ou même en Bretagne. Il peut y avoir aussi des différences, des disparités importantes entre la ville et la campagne. Il y a également l'expérience qui est liée à l'âge, qui peut expliquer des différences de rémunération. Le salarié est généralement plus efficace, plus productif. Selon une étude de l'INSEE, la productivité croît avec l'âge jusqu'à 40 ans, puis ensuite se stabilise. On peut aussi évoquer l'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'administration, puisque dans certaines entreprises, dans l'administration, il existe des grilles de salaire. Donc, par exemple, dans l'administration, ce sont des échelons, des grilles indiciaires qui définissent le salaire selon le poste occupé et l'échelon et le nombre d'années d'ancienneté. On peut aussi évoquer la mobilité, puisque un salarié mobile aura plus de chances de saisir des opportunités pour voir son salaire augmenter.
Intéressons-nous maintenant aux inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Donc le texte, enfin la vidéo et le texte à compléter vous donnent l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur ces inégalités entre les hommes et les femmes concernant les salaires. Donc si on reprend brièvement les 3 séries d'explications, on retrouve tout d'abord des différences ou des inégalités liées au type de contrat. Les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes, donc ce qui montre ici davantage d'investissement au niveau de la sphère privée. On peut faire le lien ici avec l'inégale répartition des tâches domestiques. Ce sont souvent les femmes qui sacrifient leur vie professionnelle pour consacrer plus de temps à la sphère familiale. La deuxième série d'explications accorde de l'importance au poids des stéréotypes et aussi de la socialisation, puisqu'on retrouve souvent les femmes dans des postes où elles s'occupent d'enfants, où elles sont dans le domaine social qui est moins rémunérateur, on l'a vu précédemment, alors même qu'elles sont plus diplômées que les hommes en moyenne. Donc ces différentes inégalités sont explicables. Les femmes à temps partiel touchent moins qu'un homme à temps complet. Les femmes qui sont plus souvent employées vont moins toucher que des cadres qui sont plus souvent cadres. Les secteurs d'activité dans lesquels on trouve beaucoup de femmes sont moins rémunérateurs que des secteurs d'activité plus masculins, etc., etc. Ce sont des inégalités, mais qui reposent sur des facteurs, je dirais, objectifs. Par contre, il y a d'autres inégalités de salaire entre les hommes et les femmes qui ne s'expliquent pas. Ça veut dire que pour des niveaux de qualification équivalents et des postes équivalents, eh bien, il y a encore un écart de 9% entre les salaires des hommes et des femmes, donc au bénéfice des hommes. Ici, il s'agit de discrimination pure, c'est-à-dire d'inégalité pure entre les hommes et les femmes. On évoque souvent, pour qualifier la situation des femmes, le plafond de verre. Ces femmes se heurteraient au plafond de verre pour justement accéder à des postes plus rémunérateurs et avec plus de responsabilités. Alors qu'est-ce que le plafond de verre ? C'est un plafond invisible auquel se heurtent justement les femmes pour accéder à des postes élevés dans la hiérarchie. À compétences égales, elles ont plus de difficultés à grimper les échelons. Même si les femmes sont proportionnellement plus diplômées, je le rappelle, que les hommes, on observe toujours une prépondérance masculine au poste de direction, que ce soit dans le monde économique ou même dans le monde politique. Donc vous l'avez vu, les causes sont nombreuses et complexes, discrimination active, mais aussi des barrières psychologiques, sociales, puisque les femmes elles-mêmes s'autocensurent parfois en raison du fort poids de la socialisation. Donc ce qui favorise la marche vers l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, ce sont les dispositifs légaux. Il y a eu de nombreuses lois déjà depuis l'après-guerre pour œuvrer en faveur de l'égalité homme-femme. Bon, il reste encore du chemin à parcourir, mais la situation s'est quand même considérablement améliorée. L'une des dernières lois en date, c'est la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui vise justement à combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans les sphères privées, professionnelles et publiques. C'est une loi qui date de 2014. Pour terminer, donc le petit schéma de synthèse qui permet de récapituler les différents facteurs qui expliquent le niveau de salaire. Donc ici, 2 grandes séries d'explications, les caractéristiques liées à l'entreprise, donc la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Et puis, à droite, les caractéristiques du salarié, donc le niveau de diplôme, l'expérience ou les expériences, le genre, l'âge. Il y a d'autres facteurs aussi qu'on a mis en évidence tout à l'heure avec, par exemple, le lieu d'habitation. Donc pour terminer, je vous propose d'utiliser ce schéma pour rédiger une synthèse écrite en structurant votre réponse autour justement de ces 2 grandes séries d'explications. Bon courage à vous.